Le soleil se levait à peine sur Marseille, nimbant les façades ocres du vieux port d'une lumière dorée encore timide. Les premières effluves de café et de viennoiserie commençaient à s'échapper des boulangeries, mêlées à l'odeur iodée de la Méditerranée toute proche. Dans le quartier de Belsunce, loin de cette carte postale matinale, Léa Brunoy éteignait son réveil d'un geste machinal. 5 heures, comme chaque jour. Elle se redressa dans le lit étroit, prenant soin de ne pas réveiller Chloé qui dormait encore, recroquevillée sous une couverture rose délavée. L'appartement de 2 pièces sentait le renfermer malgré la fenêtre entr'ouverte. Les murs jaunis par l'humidité, le parquet qui grinçait, la kitchenette exiguë où s'entassaient vaisselle et factures impayées, tout rappelait à Léa la précarité de leur existence. Mais elle ne se plaignait jamais, pas devant Chloé en tout cas. Elle enfila son jean délavé, un t-shirt gris, attacha ses cheveux châtains en queue de cheval serrée. Son reflet dans le miroir piqué de la salle de bain lui renvoya l'image d'une femme de 28 ans qui en paraissait facilement 35. Les cernes violacées, la peau fatiguée, les lèvres sèches. Elle se passa de l'eau froide sur le visage, respira profondément. Une journée de plus. Il fallait tenir. Dans la cuisine, elle prépara le petit déjeuner de Chloé. Tartines beurrées, cacao tiède dans un bol ébréché. Elle déposa le tout sur la petite table branlante, accompagnée d'un mot griffonné sur un post-it jaune. « Maman t'aime, sois sage chez mamie Josette. Bisous. » Josette, la voisine du 4e, gardait Chloé jusqu'à ce que Léa termine son premier service au Café des Horizons, vers 14 heures. Ensuite, elle récupérait sa fille, l'emmenait au parc si le temps le permettait, puis repartait pour son second emploi. Ménage dans un immeuble de bureau du quartier d'affaires, de 18h à 22h. 2 emplois, 7 jours sur 7, depuis 2 ans. Léa embrassa doucement le front de Chloé endormie, attrapa son sac usé et quitta l'appartement sans bruit. Dans la cage d'escalier sombre, elle croisa Monsieur Karim, le voisin algérien du 2e, qui sortait les poubelles. Il lui adressa un hochement de tête lasse. Il partageait cette fatigue muette, cette lutte silencieuse contre le quotidien impitoyable. Dehors, l'air était encore frais. Léa marcha rapidement vers l'arrêt de bus, ses baskets éculées claquant sur le trottoir défoncé. Le quartier se réveillait lentement, volets qui s'ouvraient, commerçants qui installaient leurs étalages, odeur de pain chaud et de café arabica. Marseille avait ce charme brut, cette énergie populaire que Léa aimait malgré tout. Elle était née ici, avait grandi ici, enterré sa mère ici. Cette ville était tout ce qu'elle connaissait. Le bus numéro 49 arriva avec 15 minutes de retard. Léa grimpa, valida son ticket mensuel déjà bien plié et s'affala sur un siège près de la fenêtre. Le trajet jusqu'au Vieux-Port durait 25 minutes. Elle ferma les yeux, laissant le ronronnement du moteur et les cahots de la route bercer son esprit épuisé. Sa mère, toujours sa mère. Hélène Brunoy était morte il y a 2 ans, emportée par un cancer du pancréas foudroyant. Léa avait passé les 6 derniers mois de sa vie à son chevet, jonglant entre l'hôpital, le travail et Chloé qui n'avait alors que 4 ans. Les soins palliatifs, les morphines, les nuits blanches à tenir la main décharnée de cette femme qui avait tout donné pour elle. Et puis, la fin, brutale, malgré l'attente. Léa se souvenait encore du dernier souffle, du silence qui avait suivi, du vide immense qui s'était installé. Hélène avait élevé Léa seule, sans jamais parler du père, un homme de passage, disait-elle simplement. Elles avaient vécu modestement, mais dignement. Hélène travaillait comme aide-soignante à l'hôpital de la Conception. Elle rentrait tard, sentait l'antiseptique et la fatigue, mais trouvait toujours l'énergie de lire une histoire à Léa, de vérifier ses devoirs, de lui cuisiner des plats simples mais réconfortants. Ratatouille, bouillabaisse, tian de légumes, les saveurs de l'enfance. Après sa mort, Léa avait découvert l'ampleur des dettes médicales. Traitements non remboursés, hospitalisation, médicaments hors de prix. Près de 35 000 €, une montagne. Léa avait vendu les quelques meubles de valeur, liquidé le petit compte épargne, mais cela n'avait pas suffi.
Alors, elle avait contracté un crédit à la consommation, multiplié les heures de travail, renoncé à tout ce qui n'était pas strictement nécessaire. Pas de sortie, pas de vêtements neufs, pas de vacances, juste survivre et rembourser. Le bus s'arrêta en grinçant. Léa rouvrit les yeux. Le vieux port s'étendait devant elle, majestueux malgré l'heure matinale. Les bateaux se balançaient doucement, les mouettes criaillaient au-dessus des étals de poissons. Le café des Horizons se trouvait à 2 rues, sur une petite place ombragée par des platanes centenaires. Un établissement modeste, mais propre, fréquenté par des habitués, des touristes de passage, quelques marins. Léa poussa la porte vitrée. L'odeur familière de café torréfié et de croissants chauds l'accueillit. Derrière le comptoir, Rachid, le patron, un Marseillais d'origine marocaine au visage buriné et au sourire rare, levait déjà les stores. « Salut Léa !»« Salut Rachid !» Ils échangeaient rarement plus que ces quelques mots. Rachid n'était pas un mauvais patron. Il payait rubis sur l'ongle, respectait les horaires, ne faisait pas de remarques déplacées. Mais il était distant, préoccupé par ses propres soucis. Le café marchait mal depuis l'ouverture d'une chaîne de restauration rapide 2 rues plus loin. Les clients se raréfiaient. Léa sentait que son emploi ne tenait qu'à un fil. Elle enfila son tablier noir, noua le cordon autour de sa taille fine, vérifia l'état des tables en terrasse. Quelques miettes à balayer, des cendriers à vider. Elle s'attela à la tâche avec méthode, l'esprit ailleurs. Chloé grandissait si vite. Bientôt l'école primaire, les fournitures à acheter, les vêtements à renouveler. Comment allait-elle y arriver? Le crédit s'étalait encore sur 4 ans. 4 années à ce rythme infernal. Les premiers clients arrivèrent vers 7 heures. Des habitués. Monsieur Ferreira, retraité portugais qui prenait son café serré en lisant La Provence. Madame Blanc, professeur d'histoire au lycée Thiers. Toujours pressé, toujours un sourire poli. Ahmed, livreur pour une entreprise de logistique qui commandait un croque-monsieur et un orangina avant sa tournée. Léa les servait avec efficacité, un sourire de façade, quelques mots convenus. « Bonjour, comment allez-vous? Voici votre commande. Bonne journée. » Une chorégraphie rodée, presque robotique. Elle ne s'investissait pas émotionnellement. C'était juste un travail, un moyen de payer les factures. Vers 10 heures, la terrasse se remplissait davantage. Des touristes américains bruyants, des couples de retraités français venus profiter du soleil méditerranéen, quelques jeunes en goguette. Léa enchaînait les allers-retours entre les tables et le comptoir, les plateaux chargés, les pieds endoloris dans ses baskets trop usées. La chaleur montait. Marseille, en juillet, était étouffante. La sueur perlait dans son dos, sous son tablier. À midi, la fatigue se faisait sentir. Léa avala un sandwich jambon-beurre debout dans l'arrière-cuisine, but un verre d'eau tiède, s'autorisa 2 minutes assise sur une caisse de bouteilles vides. Rachid passa la tête par l'embrasure de la porte. « Ça va ? » « Ça va. » Il hocha la tête et repartit. Léa savait qu'il voyait bien son épuisement, mais il ne pouvait rien y faire. Lui-même tirait le diable par la queue. L'après-midi s'annonçait moins chargé. Les clients du déjeuner étaient partis, laissant place à quelques retardataires et aux habitués de l'après-midi. Léa nettoyait méthodiquement les tables, vidait les cendriers, essuyait les nappes en papier tachées de café et de sauce tomate. C'est alors qu'il arriva. Il était presque 14 heures lorsque l'homme fit son apparition. Léa, penchée sur une table qu'elle essuyait machinalement, ne le remarqua pas tout de suite. Ce fut Rachid qui attira son attention d'un discret signe du menton. Table 7, terrasse. Léa se redressa, lissa son tablier froissé et tourna son regard vers la terrasse baignée de soleil. L'homme s'était installé seul à une table d'angle, celle qui offrait la meilleure vue sur le port et les voiliers qui oscillaient doucement sous la brise marine. Il portait un costume d'été gris clair, impeccablement coupé, une chemise blanche ouverte au col, des chaussures en cuir fauve, cirées avec soin. Une élégance rare pour le Café des Horizons, établissement modeste où la clientèle habituelle arborait shorts de plage et tongs.
Léa s'approcha, carnet à la main, sourire poli mais neutre sur les lèvres. L'homme devait avoir une soixantaine d'années. Cheveux gris, argentés, coiffés en arrière, visage taillé au couteau, très aristocratique mais marqué par le temps. Ses yeux étaient d'un bleu acier perçant, comme s'il pouvait déchiffrer les pensées de quiconque croisait son regard. Il tenait un carnet en cuir bordeaux et un stylo plume, mais ne semblait pas y écrire. Il observait plutôt le va-et-vient du port, les passants, les mouettes qui criaillaient au-dessus des étals de poissons. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ?» L'homme leva lentement les yeux vers elle. Son regard la balaya de haut en bas, non pas avec arrogance ou convoitise, mais avec une curiosité analytique, presque clinique. Léa sentit un frisson inconfortable lui parcourir l'échine. Pourquoi la regardait-il ainsi? « Un café, s'il vous plaît, noir, sans sucre. » La voix était grave, posée. L'accent légèrement parisien mais teinté de quelque chose d'autre. Léa nota la commande, hocha la tête et s'éloigna rapidement. En passant devant le comptoir, elle croisa Rachid qui haussait les sourcils. « Tu le reconnais ?» Léa secoua la tête. « Non. Pourquoi ?» Rachid pointa discrètement du doigt le journal La Provence posé sur le comptoir. En page économie, une photo en noir et blanc accompagnait un article sur les investissements immobiliers à Marseille. L'homme de la table 7 y figurait, entouré de promoteurs et d'élus locaux. Gabriel Moncler, milliardaire marseillais. Promoteur immobilier, investisseur. On dit qu'il possède la moitié du quartier des Goudes et des parts dans plusieurs entreprises régionales. Léa jeta un coup d'œil vers la terrasse. Gabriel Moncler était toujours assis, immobile, le regard perdu vers l'horizon. Un milliardaire, ici, au Café des Horizons. Pourquoi? Elle prépara le café avec soin, le déposa sur un plateau accompagné d'un verre d'eau et d'une soucoupe. En retournant à la table 7, elle sentit de nouveau ce regard posé sur elle, troublant, insistant. « Voici votre café, monsieur. »« Merci. » Il ne toucha pas immédiatement à la tasse. Il resta là, silencieux, à observer. Léa s'apprêtait à repartir lorsqu'il prit enfin la parole. « Vous travaillez ici depuis longtemps. » La question la prit au dépourvu. Elle hésita. « 2 ans, monsieur. 2 ans. » Il répéta les mots comme s'il les soupçait. « Et avant ?» Léa fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi cet intérêt soudain? J'ai eu différents emplois. Pourquoi cette question ?» Gabriel Moncler esquissa un sourire imperceptible. Simple curiosité. « Pardonnez-moi. » Il porta enfin la tasse à ses lèvres, but une gorgée lente et reporta son attention sur son carnet. Léa, déstabilisée, recula d'un pas et retourna à l'intérieur du café. Rachid la regardait avec un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Rien. Des questions bizarres. Méfie-toi. Les types comme ça ne vient jamais ici par hasard. » Léa haussa les épaules, mais le malaise persistait. Elle reprit ses tâches, nettoya quelques tables vides, servit 2 touristes allemands qui commandèrent des glaces. Mais son regard revenait sans cesse vers la terrasse, vers cet homme énigmatique qui ne bougeait presque pas. Les heures passèrent. Gabriel Moncler restait assis. Il ne commanda rien d'autre. Il ne consultait pas son téléphone. Il écrivait parfois quelques lignes dans son carnet, levait les yeux vers le port, puis replongeait dans ses pensées. Léa trouvait cela étrange. Les gens riches ne perdaient généralement pas leur temps dans des cafés miteux. Ils avaient des réunions, des rendez-vous, des yachts à entretenir. À 16 heures, Léa commençait à ranger les chaises de la terrasse pour préparer la fin de son service. Gabriel Moncler leva enfin la main pour demander l'addition. Léa s'approcha, sortit le ticket de sa poche. « Un café, 3,50 €, monsieur. » Il sortit un portefeuille en cuir noir de la poche intérieure de sa veste, en tira un billet de 50 € et le posa sur la table. Léa le prit, s'apprêta à chercher la monnaie, mais il l'arrêta d'un geste. « Gardez tout. » Léa cligna des yeux. 46,50 € de pourboire pour un café, c'était absurde. « Monsieur, je ne peux pas. Gardez, je vous dis. » Il se leva, ramassa son carnet, ajusta les boutons de sa veste. Léa restait plantée là, le billet dans la main, bouche entr'ouverte.
Gabriel Moncler la regarda une dernière fois, ce même regard intense, scrutateur, puis il tourna les talons et s'éloigna d'un pas mesuré vers les ruelles du Vieux-Port. Léa resta figée quelques secondes, puis baissa les yeux vers le billet. 46,50 €. De quoi acheter des courses pour la semaine. De quoi payer une partie de l'électricité. De quoi souffler un peu. Elle retourna à l'intérieur, montra le billet à Rachid qui écarquilla les yeux. « Putain, il est dingue ou quoi ? Je ne sais pas. Prends-le, Léa, t'en as besoin. » Elle hocha la tête, glissa le billet dans la poche de son jean. Un sentiment étrange l'envahissait, de la gratitude, oui, mais aussi de la confusion. Pourquoi ce geste? Pourquoi cet homme l'avait-il observé ainsi pendant des heures? Pourquoi ces questions sur son passé? Elle chassa ses pensées. C'était probablement un original, un type riche qui s'ennuyait et cherchait à se donner bonne conscience. Rien de plus. Son service terminé, Léa quitta le café, récupéra Chloé chez mamie Josette et passa l'après-midi au parc Borelli avec sa fille. Chloé riait en se balançant, ses cheveux blonds volant au vent, ses joues rondes rouges de plaisir. Ces moments-là, Léa les chérissait plus que tout. Il lui rappelait pourquoi elle se battait. Le soir venu, elle déposa de nouveau Chloé chez Josette et se rendit à son second emploi. Nettoyer les bureaux d'une société d'assurance. 4 heures de ménage intensif, poubelles, aspirateurs, produits chimiques qui lui brûlaient les mains. À 22 heures, elle récupérait Chloé endormie, la portait jusqu'à leur appartement, la couchait doucement, puis s'effondrait elle-même dans son lit. Une journée de plus, terminée. Mais cette nuit-là, Léa fit un rêve étrange. Elle se voyait enfant, assise sur les genoux d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Une femme élégante, aux cheveux noirs bouclés, aux yeux verts lumineux. La femme lui chantait une berceuse en français, une mélodie douce et mélancolique. Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant, les tempes moites. Elle ne se souvenait pas avoir jamais entendu cette chanson. Elle se rendormit difficilement. Le lendemain, Léa retourna au Café des Horizons avec l'espoir secret que Gabriel Moncler ne reviendrait pas. Mais à 14 heures tapantes, il poussa de nouveau la porte vitrée et s'installa à la même table. Même costume, même carnet, même regard impénétrable. Léa sentit son estomac se nouer. Elle s'approcha, carnet en main, un sourire crispé sur les lèvres. « Bonjour, monsieur. Le même café ? S'il vous plaît. » Aucune autre parole. Elle le servit rapidement et retourna à l'intérieur. Rachid la regardait avec inquiétude. « Il revient ? » ?»« Oui. »« C'est chelou, Léa. Vraiment. Je sais. » Les heures passèrent. Gabriel Moncler restait assis, observait, écrivait. Léa essayait de l'ignorer, mais c'était impossible. Son regard se posait constamment sur elle, comme s'il cherchait à graver chaque geste, chaque expression dans sa mémoire. C'était dérangeant, intrusif. À 16 heures, il demanda de nouveau l'addition. Léa s'approcha, tendit le ticket, 3,50 €. Il sortit de nouveau un billet de 50 €, le posa sur la table. Léa secoua la tête. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. Je décide ce qui est nécessaire. » Il se leva, s'apprêta à partir. Léa, poussée par une impulsion qu'elle ne s'expliquait pas, fit un pas en avant. « Pourquoi vous faites ça ?» Gabriel Moncler s'arrêta net. Il se retourna lentement, son regard acier plongeant dans celui de Léa. « Faire quoi ? Revenir ici, me donner tout cet argent, me regarder comme si vous me connaissiez. » Un silence pesant s'installa. Autour d'eux, les bruits du café continuaient. Tintements de tasses, conversations étouffées, rires de touristes. Mais entre Léa et Gabriel Moncler, le monde semblait suspendu. Enfin, il parla, sa voix plus grave encore. « Peut-être que je vous connais. » Léa sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Quoi ? Pas maintenant, pas ici. » Il tourna les talons et disparut de nouveau dans la foule du port. Léa resta plantée là, tremblante, le billet de 50 € dans la main, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que cela signifiait ? Peut-être que je vous connais. Elle voulait courir après lui, exiger des explications, mais ses jambes refusaient de bouger. La peur et la confusion la paralysaient.
Ce soir-là, Léa ne parla à personne, pas à Rachid, pas à Josette, pas même à Chloé. Elle effectua son service de ménage comme un automate, l'esprit ailleurs. Les mots de Gabriel Moncler tournaient en boucle dans sa tête. « Peut-être que je vous connais ». Comment pouvait-il la connaître? Elle ne l'avait jamais vue avant-hier, elle en était certaine. Et pourtant, ce regard, cette insistance, cette générosité inexplicable. Revenue chez elle, après avoir couché Chloé, Léa sortit une vieille boîte à chaussures du placard de sa chambre. À l'intérieur, quelques photos jaunies, des lettres, des souvenirs de sa mère. Elle feuilleta les clichés un par un. Hélène jeune, souriante, en blouse d'aide-soignante. Hélène tenant Léa bébé dans ses bras. Hélène devant l'hôpital de la Conception. Aucune trace d'un homme. Aucune photo de famille élargie. Juste elles deux. Toujours. Léa referma la boîte, frustrée. Qui était son père? Hélène n'en avait jamais parlé. Un homme de passage. C'était tout. Léa avait fini par accepter cette absence, mais maintenant, les paroles de Gabriel Moncler réveillaient des questions enfouies. Le 3e jour, Gabriel Moncler revint. Même heure, même table, même rituel. Mais cette fois, Léa était prête. Après lui avoir servi son café, elle s'assit face à lui sans y être invitée. « Je veux des réponses. » Il leva les yeux de son carnet, un sourcil arqué. « Asseyez-vous. Je suis déjà assise. » Un léger sourire étira les lèvres de Gabriel Moncler. « Du caractère, c'est bien. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Il ferma son carnet, posa son stylo-plume avec délicatesse. « Gabriel Moncler, mais je suppose que vous le savez déjà. » « Oui, milliardaire, promoteur immobilier, tout ça. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous venez ici tous les jours? Pourquoi vous me donnez de l'argent? Pourquoi vous dites que vous me connaissez ?» Gabriel Moncler soutint son regard sans ciller. « Parce que je vous connais effectivement, depuis très longtemps. » Le cœur de Léa rata un battement. « C'est impossible. Vous êtes né le 14 mars 1996, à Lyon. » Léa écarquilla les yeux. Comment pouvait-il savoir cela? Sa date de naissance, oui, mais Lyon. Sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle était née à Lyon. Toujours Marseille. Toujours. Comment? Votre mère s'appelait Hélène Brunois, aide-soignante, décédée il y a 2 ans, cancer du pancréas. Les larmes montèrent aux yeux de Léa. Arrêtez. Vous avez une fille, Chloé, 6 ans. Vous travaillez ici et dans une société de nettoyage. Vous remboursez des dettes médicales. Vous vivez à Belsunce. Arrêtez. Léa s'était levée brutalement, la chaise raclant bruyamment le sol. Les autres clients tournèrent la tête. Rachid sortit précipitamment de derrière le comptoir. « Léa, tout va bien ?» Gabriel Moncler leva une main apaisante. « Tout va bien. Mademoiselle Brunois et moi avons juste besoin de discuter tranquillement. » Rachid hésita, regarda Léa qui hocha imperceptiblement la tête. Il retourna à contre-cœur derrière son comptoir, mais gardait un œil vigilant sur la scène. Léa se rassit lentement, les mains tremblantes. « Comment vous savez tout ça ?»« Parce que je vous suis depuis très longtemps. »« Pourquoi ?» Gabriel Moncler prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à franchir un point de non-retour. « Parce que je l'ai promis à votre vraie mère. » Le monde de Léa bascula. Les mots résonnaient dans l'esprit de Léa comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. « Votre vraie mère !» Elle fixa Gabriel Moncler, incapable de formuler une pensée cohérente. Autour d'elle, le café continuait de vivre. Tintement de tasses, rires de touristes, grincement des chaises sur le sol. Mais tout lui parvenait comme à travers une épaisse couche de ouate. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Sa voix était à peine audible, éraillée par l'émotion. Gabriel Moncler soutint son regard sans flancher. Il y avait dans ses yeux bleu acier quelque chose de douloureux, de profondément ancien. Hélène Brunois n'était pas votre mère biologique, Léa. Elle vous a élevé, elle vous a aimé comme sa propre fille, cela ne fait aucun doute, mais elle n'était pas celle qui vous a mis au monde. Léa secoua la tête violemment, comme pour chasser ses paroles de son crâne. Non, non, vous mentez. Vous êtes fou. Ma mère, c'était Hélène. J'ai vu mes papiers.
Mon acte de naissance. Un acte de naissance falsifié. La voix de Montclair était douce, mais implacable. Arrangée par des personnes influentes pour protéger un secret. Pour vous protéger, vous. Me protéger de quoi? Les larmes montaient, brûlantes, incontrôlables. Vous débarquez dans ma vie, vous m'espionnez, et maintenant vous me racontez des histoires de fous. Qui êtes-vous vraiment? Un pervers? Un malade mental? Gabriel Montclair ne se laissa pas déstabiliser par la colère de Léa. Il ouvrit son carnet en cuir bordeaux, en sortit une photographie ancienne protégée par une pochette plastique transparente et la posa délicatement sur la table entre eux. « Regardez !» Léa ne voulait pas regarder. Elle voulait fuir, courir, ne jamais revenir. Mais quelque chose, une force plus puissante que la peur, plus profonde que la raison, la poussa à baisser les yeux vers le cliché. La photo avait été prise au début des années 90, à en juger par les couleurs légèrement fanées et le grain caractéristique des pellicules de l'époque. On y voyait une jeune femme d'une beauté saisissante, assise sur un banc dans ce qui ressemblait à un parc urbain. Elle portait une robe d'été clair, ses cheveux noirs bouclés cascadaient sur ses épaules, et ses yeux verts, d'un vert éclatant, presque irréel, fixaient l'objectif avec un mélange de mélancolie et de détermination. Elle tenait dans ses bras un nourrisson emmailloté dans une couverture blanche. Léa sentit son sang se glacer, ses yeux. Elle les avait déjà vus, dans ses rêves. Dans ce cauchemar récurrent qui la hantait depuis l'enfance, où une femme inconnue lui chantait une berceuse dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Qui est-ce? Hélène Duvernay. Gabriel Montclair prononça le nom avec une tendresse infinie, comme s'il manipulait un objet sacré. Votre mère biologique, elle avait 23 ans sur cette photo, et le bébé dans ses bras, c'est vous. Léa secoua de nouveau la tête, mais avec moins de conviction. Non, c'est impossible. Ma mère s'appelait Hélène Brunoy, pas Duvernay. 2 femmes différentes, 2 Hélène. Montclair sortit une seconde photographie. Celle-ci montrait Hélène Brunoy, la femme que Léa avait toujours connue comme sa mère, beaucoup plus jeune, en blouse d'aide-soignante, debout devant l'hôpital de la Conception. Hélène Brunoy était l'infirmière de confiance d'Hélène Duvernay. Quand votre mère biologique a dû vous abandonner pour vous sauver, c'est à elle qu'elle vous a confié, avec la promesse de vous élever comme sa propre fille, de ne jamais révéler la vérité. Me sauver? Me sauver de quoi? Gabriel Montclair referma son carnet, croisa ses mains sur la table. Ses articulations étaient légèrement gonflées, marquées par l'arthrite naissante. Un homme vieillissant, portant le poids d'un secret trop lourd depuis trop longtemps. De votre grand-père, Auguste Duvernay, un homme puissant, impitoyable, qui dirigeait un empire industriel à Lyon. Hélène était sa fille unique. Quand elle est tombée enceinte hors mariage, à 22 ans, il a exigé qu'elle avorte. Mais elle a refusé. Elle voulait vous garder. Alors Auguste a menacé de détruire sa vie, de la faire enfermer dans un établissement psychiatrique, de lui retirer tous ses droits. Il était capable de tout pour préserver la réputation de la famille Duvernay. Léa écoutait, médusée, incapable de déterminer si elle assistait à la révélation d'une vérité enfouie ou à la construction d'un délire élaboré. Hélène s'est enfuie à Marseille pendant sa grossesse, continua Montclair. Elle a accouché discrètement dans une clinique privée de Lyon, puis elle vous a confié à Hélène Brunoy, qui avait accepté de vous emmener loin, de changer votre identité, de vous élever en sécurité. Les papiers ont été falsifiés par des avocats corrompus, payés par Auguste lui-même. Ironiquement, il voulait effacer toute trace de votre existence pour protéger son nom. Hélène Duvernay est revenue à Lyon, brisée, mais rassurée de savoir que vous étiez en vie et en sécurité. Et vous? La voix de Léa tremblait. Où vous situez-vous dans tout ça? Pour la première fois, Gabriel Montclair baissa les yeux. Une ombre douloureuse traversa son visage buriné. J'étais l'ami le plus proche d'Hélène Duvernay. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Nos familles évoluaient dans les mêmes cercles à Lyon. J'étais amoureux d'elle, bien sûr. Tout le monde l'était. Mais elle ne me voyait que comme un confident.
Un frère. Quand elle est tombée enceinte, c'est vers moi qu'elle s'est tournée. Je l'ai aidée à fuir, à organiser l'accouchement, à trouver Hélène Brunoy. J'ai promis de veiller sur vous de loin, de m'assurer que vous ne manquiez de rien, sans jamais interférer. C'était sa condition. Elle ne voulait pas que vous soyez contaminé par le monde des Duvernay. Et mon père. Léa sentait les larmes couler librement sur ses joues maintenant. Qui était-il? Gabriel Moncler hésita. Un professeur de littérature à l'université Lyon 2, un homme marié. Hélène était jeune, idéaliste, amoureuse. Quand elle lui a annoncé sa grossesse, il a disparu, muté dans une autre ville, probablement avec l'aide d'Auguste Duvernay qui voulait étouffer le scandale. Hélène ne l'a jamais revu. Le silence retomba. Léa fixait la photographie d'Hélène Duvernay, cette femme aux yeux verts qui lui ressemblait tant. Elle cherchait désespérément un argument rationnel pour rejeter cette histoire. Mais au fond d'elle-même, quelque chose résonnait. Ses rêves récurrents, cette berceuse, ce sentiment d'absence qui l'avait toujours habité, même dans les bras aimants d'Hélène Brunoy. « Pourquoi maintenant ?» murmura-t-elle. « Pourquoi me révéler tout ça aujourd'hui ?» Gabriel Moncler prit une profonde inspiration. Lorsqu'il parla, sa voix était chargée d'une fatigue immense. « Parce que je suis en train de mourir. Cancer du foie, stade 4. Les médecins me donnent 6 mois, peut-être moins. J'ai porté ce secret pendant 28 ans, Léa. J'ai tenu ma promesse envers Hélène Duvernay, mais maintenant que ma propre fin approche, je ne peux pas partir en emportant cette vérité avec moi. Vous avez le droit de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. » Léa sentit son cœur se serrer malgré elle. Cet homme, cet inconnu qui bouleversait son existence, était mourant. Et il utilisait ses dernières forces pour lui révéler un passé qu'elle n'avait jamais demandé à connaître. Hélène Duvernay, ma vraie mère. Elle vit encore? La douleur qui traversa le visage de Moncler répondit avant ces mots. Non, elle est morte il y a 19 ans. Accident de voiture sur l'autoroute A6 entre Lyon et Paris. Elle avait 32 ans. Léa ferma les yeux. 2 mères, 2 Hélène, toutes 2 disparues, toutes 2 ayant sacrifié quelque chose pour elle. Je ne vous crois pas. Sa voix manquait de conviction. Je ne peux pas vous croire. Vous n'avez aucune preuve réelle, juste des photos et des histoires. Gabriel Moncler sortit alors une enveloppe épaisse de la poche intérieure de sa veste. J'ai des preuves. Test ADN effectué discrètement à partir d'échantillons que j'ai prélevés ces derniers jours. Un cheveu sur le dossier de votre chaise, une tasse que vous avez utilisée. J'ai également les documents originaux de votre naissance à Lyon, les lettres qu'Hélène Duvernay m'a écrites, le testament qu'elle a rédigé avant sa mort, dans lequel elle vous désigne comme unique héritière de sa part personnelle, indépendante de la fortune des Duvernay. Tout est dans cette enveloppe. Il posa l'enveloppe sur la table. Léa la fixait comme si elle contenait un serpent venimeux. Je ne veux pas de cet argent. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est votre identité, votre histoire. Mon histoire, c'est Hélène Brunoy, c'est Chloé. C'est cette vie que je me suis construite. Personne ne vous demande de renier tout ça. La voix de Moncler se fit plus douce. Mais vous méritez de connaître la vérité, et la famille Duvernay doit reconnaître votre existence. À ces mots, Léa releva brusquement la tête. La famille Duvernay? Ils sont encore vivants? Auguste est mort il y a 5 ans, mais son frère, Édouard Duvernay, a hérité de l'empire familial. Il a 2 fils, vos cousins par le sang. Il contrôle toujours une partie importante de l'industrie textile et de la distribution en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils ne seront pas contents d'apprendre votre existence. Une peur nouvelle s'empara de Léa. Pourquoi? Parce que selon le testament d'Hélène, vous avez droit à une part substantielle de son héritage personnel. Et surtout, parce que votre existence remet en question la légitimité morale de tout ce que les Duvernay ont construit. Auguste a détruit sa propre fille pour préserver son nom. Si cela se sait publiquement, leur réputation s'effondre. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Malheureusement, dit Moncler avec gravité, ce n'est plus entre vos mains. J'ai déjà informé les avocats de la succession. La procédure de reconnaissance est lancée.
Léa se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. « Quoi? Vous n'aviez pas le droit. J'avais le devoir. » Montclair restait assis, calme, imperturbable. « Hélène Duvernay m'a fait promettre de veiller sur vous. Cela implique de vous rendre ce qui vous appartient légalement. Je ne veux pas de cet héritage. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Les autres clients du café regardaient maintenant ouvertement la scène. Rachid s'approchait, inquiet. Léa attrapa l'enveloppe, la fourra dans son sac et se dirigea vers la sortie d'un pas chancelant. « Léa !» La voix de Montclair la rattrapa. « Samedi prochain, 15 heures. J'ai une villa à Cassis, 47 avenue des Calanques. Venez, je vous montrerai tout. Les preuves complètes, les lettres d'Hélène, son journal intime. Vous avez le droit de connaître qui elle était vraiment. » Léa ne se retourna pas. Elle traversa le café en courant, bousculant un touriste qui protestait et se retrouva dans la chaleur écrasante du vieux port. Les larmes l'aveuglaient. Elle marchait sans but, les jambes tremblantes, le souffle court. Elle aboutit finalement sur un banc face à la mer, s'effondra et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort d'Hélène Brunoy. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Léa continuait mécaniquement ses routines. Café le matin, ménage le soir, s'occupait de Chloé entre les deux, mais son esprit était ailleurs, prisonnier d'un tourbillon de questions sans réponse. L'enveloppe que Gabriel Montclair lui avait donnée restait cachée au fond de son armoire, non ouverte. Léa avait peur, peur de ce qu'elle contenait, peur que tout soit vrai, peur que sa vie entière ait été fondée sur un mensonge, même bienveillant. Elle ne parla de rien à personne. Comment aurait-elle pu expliquer ? « Bonjour Rachid, il se trouve que je ne suis pas celle que je croyais être. Ma vraie mère était une riche héritière lyonnaise et j'ai peut-être droit à un héritage. » Ridicule, impensable. Chloé remarqua que quelque chose n'allait pas. Un soir, alors que Léa l'abordait dans son petit lit, la fillette leva vers elle ses grands yeux innocents. « Maman, pourquoi tu pleures tout le temps ?» Léa essuya rapidement ses joues. « Je ne pleure pas, ma chérie. C'est juste la fatigue. Tu es triste à cause de mamie Hélène ?» Le prénom fit tressaillir Léa. « Oui, un peu, mais ça va aller. Mamie Hélène, elle est au ciel maintenant. Mamie Josette dit qu'elle nous regarde et qu'elle est fière de nous. » Léa embrassa le front de sa fille, incapable de parler tant sa gorge était serrée. Hélène Brunoy, la femme qui l'avait élevée, aimée, protégée. Peu importait qu'elle n'ait pas partagé son sang. Elle était sa mère, la seule qui comptait. Alors pourquoi cette obsession grandissante pour l'autre Hélène ? Celle aux yeux verts, celle qui l'avait abandonnée pour la sauver, celle qui était morte sans jamais la revoir ? Le mercredi, Léa céda. Elle sortit l'enveloppe de sa cachette, s'enferma dans la salle de bain, le seul endroit où elle pouvait avoir un semblant d'intimité, et l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, une liasse de documents soigneusement organisés. Un dossier médical. Des résultats de tests ADN comparant son profil génétique à celui d'Hélène Duvernay, prélevés à partir de cheveux conservés. Compatibilité mère-fille, 98,9%. Les mots dansaient devant ses yeux. Puis des photocopies de l'acte de naissance original, établi à Lyon le 14 mars 1996. Mère, Hélène Marie Duvernay. Père, inconnu. Enfant, Léa Hélène Duvernay. Le nom avait été changé en Léa Brunoy lors de la falsification ultérieure. Des lettres. Une dizaine, écrites de la main d'Hélène Duvernay à Gabriel Montclair, datées entre 1996 et 2005, l'année de sa mort. Léa en lut quelques passages, les larmes coulant sans retenue. « Mon cher Gabriel, aujourd'hui, Léa a 6 mois. Hélène Brunoy m'a envoyé une photo, elle est magnifique. Ses yeux commencent à verdir, comme les miens. Je voudrais tellement la tenir dans mes bras, sentir son odeur, entendre son rire. Mais je sais que c'est impossible. Mon père a des espions partout. Si je tentais de la revoir, il la retrouverait, et je ne lui donnerai jamais cette satisfaction. Veille sur elle, Gabriel, comme tu me l'as promis. C'est la seule chose qui me permet de continuer à vivre. » Ou encore, daté de 2003, « Gabriel,
Elle a 7 ans maintenant, elle va à l'école. Elle aime dessiner, paraît-il. Hélène Brunois me dit qu'elle est intelligente, curieuse, un peu têtue. Elle me ressemble, alors. Je me demande si elle pense parfois à moi, si elle sent au fond d'elle qu'il manque quelque chose. J'espère que non. J'espère qu'elle est heureuse. C'est tout ce qui compte. Léa a dû s'interrompre, submergée par l'émotion. Cette femme l'avait aimée de loin pendant 9 ans, l'avait portée, mise au monde, puis abandonnée pour la protéger d'un monstre nommé Auguste Duvernay. Et elle était morte sans jamais pouvoir la serrer dans ses bras de nouveau. Il y avait aussi des photos. Hélène Duvernay enfant, adolescente, jeune femme. Toujours cette beauté mélancolique, ses yeux verts qui hantaient les rêves de Léa. Sur l'un des clichés, elle posait avec Gabriel Moncler lors d'une soirée mondaine. Ils devaient avoir une vingtaine d'années tous les deux. Moncler la regardait avec une adoration non dissimulée. Elle souriait à l'objectif, lumineuse mais distante. Enfin, une lettre différente, écrite sur un papier à en-tête d'un notaire lyonnais, datée du 10 janvier 2005, quelques semaines avant la mort d'Hélène Duvernay. Testament et disposition de dernière volonté. Moi, Hélène Marie Duvernay, saine d'esprit, déclare par la présente que ma fille, Léa Hélène Duvernay, actuellement enregistrée sous le nom de Léa Brunois, est ma seule et unique héritière concernant mes biens personnels, distincts de ceux de la famille Duvernay. Je lui lègue l'appartement situé 12 rue de la République, Lyon 2e, acquis avec mes fonds propres. Le compte d'épargne, ouvert à mon nom à la Banque Populaire, actuellement crédité de 187 000 €. Ma collection de livres et objets personnels entreposés chez Gabriel Moncler. Les droits d'auteur issus de mes 3 recueils de poésie publiés sous le pseudonyme H. Duval. Je confie à Gabriel Moncler la responsabilité de révéler l'existence de ce testament à Léa lorsqu'il jugera le moment opportun, et de l'assister dans toute démarche de reconnaissance légale si elle le souhaite. Léa referma le dossier, tremblante. Hélène Duvernay était poétesse. Elle avait publié 3 recueils. Elle possédait un appartement à Lyon. Elle avait mis de côté près de 200 000 € pour une fille qu'elle ne pourrait jamais élever. 200 000 €. De quoi rembourser toutes les dettes. De quoi offrir une vraie vie à Chloé. De quoi arrêter de se tuer à la tâche. Mais était-ce moralement acceptable? Prendre l'argent d'une morte qu'elle n'avait jamais connue? Renier Hélène Brunois, celle qui l'avait vraiment élevée? Léa passa la nuit blanche, tournant et retournant ses questions dans sa tête. Le jeudi matin, épuisée, elle commit une erreur au café. Elle renversa un plateau entier de boissons sur un client allemand qui hurla de rage. Rachid dut intervenir, présenter des excuses, offrir le repas gratuitement. Après le départ du client, il prit Léa à part. « Qu'est-ce qui se passe, Léa? C'est pas ton genre. » Elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. Tout sortit d'un coup. L'histoire de Gabriel Moncler, les révélations, l'enveloppe, le testament. Rachid l'écouta en silence, les bras croisés, l'expression de plus en plus sombre. Lorsqu'elle eut terminé, il siffla longuement. « Putain, c'est dingue. Je sais. Et tu vas faire quoi? Je ne sais pas. » Rachid posa une main paternelle sur son épaule. « Écoute, je suis pas un type cultivé, moi. Mais je sais une chose, les secrets, ça ronge. Si tu veux pas vivre toute ta vie avec des questions, faut que tu ailles au bout. Va voir ce type à Cassis, écoute ce qu'il a à dire, regarde ses preuves, et après, tu décideras. Et si tout ça détruit ma vie? Ta vie est déjà dure, Léa. Peut-être que ça la rendra meilleure. Ou peut-être pas, mais au moins, tu sauras. » Ces mots simples firent leur chemin. Léa rentra chez elle ce soir-là avec une décision prise. Elle irait à Cassis. Elle écouterait Gabriel Moncler jusqu'au bout. Elle regarderait en face cette vérité qu'il prétendait détenir. Et ensuite, elle choisirait. Le samedi arriva trop vite. Léa confia Chloé à Josette en inventant un prétexte. Rendez-vous administratif important. La vieille voisine ne posa pas de questions, habituée au mystère de la vie précaire. Léa prit le bus jusqu'à Cassis, petit village côtier niché entre Marseille et la Ciotat,
célèbre pour ses calanques spectaculaires et ses vins blancs. Le trajet dura 1 heure. Elle passa ce temps à regarder défiler le paysage méditerranéen, collines arides, pins parasols, mer turquoise au loin. Tout ce décor familier lui semblait soudain étranger, comme si elle le voyait pour la première fois. L'avenue des Calanques serpentait le long de la côte, bordée de villas luxueuses, protégées par de hauts murs et des portails électriques. Le numéro 47 se distinguait par sa discrétion relative. Un portail en fer forgé, une allée de gravier blanc, une bâtisse provençale aux volets bleus, belle mais pas ostentatoire. Léa sonna. Une voix grésilla dans l'interphone. « Oui, c'est Léa Brunois. Monsieur Moncler m'attend. » Le portail s'ouvrit avec un clic électronique. Léa remonta l'allée, le cœur battant. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de frapper. Gabriel Moncler se tenait là, vêtu d'un pantalon en lin beige et d'une chemise blanche. Il semblait encore plus fatigué que la dernière fois, les traits tirés, le teint cireux. La maladie progressait. « Merci d'être venu. » Léa hocha la tête sans répondre. Il s'effaça pour la laisser entrer. L'intérieur était sobre, élégant. Meubles anciens, bibliothèque remplie de livres aux reliures de cuir, tableaux représentant des paysages méditerranéens. Une grande baie vitrée donnait sur une terrasse qui surplombait la mer. L'eau scintillait sous le soleil de midi, d'un bleu intense, presque irréel. « Asseyez-vous. » Moncler désigna un canapé en cuir fauve. Léa s'exécuta, raide, tendue. Il s'installa en face d'elle dans un fauteuil assorti, posa ses mains sur ses genoux. « Vous avez lu les documents. » Ce n'était pas une question. Léa acquiesça. « Oui, et je ne sais toujours pas quoi en penser. Des papiers, des tests ADN, ça peut se falsifier. Vous ne croyez toujours pas. » Un léger sourire triste étira les lèvres de Moncler. « Je m'y attendais. C'est pourquoi je vous ai invité ici, pour vous montrer quelque chose que je n'ai jamais montré à personne d'autre. » Il se leva péniblement, se dirigea vers une bibliothèque et actionna un mécanisme dissimulé. Un pan entier de l'étagère pivota, révélant un petit coffre-fort encastré dans le mur. Moncler composa le code, l'ouvrit et en sortit un objet enveloppé dans un tissu de soie rouge. Il revint vers Léa, s'assit et déplia lentement le tissu. À l'intérieur, un journal intime relié de cuir vert foncé, fermé par une petite serrure dorée. Moncler sortit une clé minuscule de sa poche, déverrouilla le journal et le tendit à Léa. Le journal d'Hélène Duvernay. Elle me l'a confié quelques jours avant sa mort, en me faisant promettre de ne jamais le lire. Mais elle m'a autorisé à vous le donner si un jour vous cherchiez à connaître la vérité. Léa prit le journal avec des mains tremblantes. La couverture était usée, aimée, marquée par le temps. Elle l'ouvrit à une page au hasard. 3 avril 1996. Léa a 3 semaines aujourd'hui. Hélène Brunois m'a envoyé une vidéo. Je l'ai regardée en boucle des dizaines de fois. Elle dort, elle respire, elle est vivante. Vivante et loin de moi. C'est insupportable, mais nécessaire. Mon père est venu me voir hier. Il pense que le problème est réglé. Il ne sait pas que Léa existe toujours, qu'elle respire, qu'elle grandit à Marseille sous un autre nom. S'il l'apprenait, il la détruirait. Ou pire, il essaierait de la récupérer pour la modeler à son image, comme il a essayé de me modeler. Jamais, jamais, je ne lui donnerai cette satisfaction. Gabriel est le seul à connaître la vérité, le seul en qui j'ai confiance. Il me regarde parfois avec tellement de tristesse. Il voudrait me sauver, mais personne ne peut me sauver de ma propre famille. Léa tourna les pages, lisant par bribes, le souffle court. 12 septembre 1998. Léa a 2 ans et demi. Elle parle. Elle dit « Maman » à Hélène Brunois. Chaque fois que je lis ce mot dans les lettres qu'elle m'envoie, mon cœur se brise un peu plus. Mais c'est juste. C'est elle, sa vraie maman. Moi, je ne suis que celle qui l'a mise au monde. Ou encore, 20 juin 2001. Je me suis inscrite à des cours de poésie. Écrire est la seule chose qui m'empêche de devenir folle. J'ai publié mon premier recueil sous le pseudonyme H. Duval.
Les critiques sont bonnes, mais tout ce que j'écris parle d'elle, de cette petite fille que je ne verrai jamais grandir. » Léa referma le journal, incapable de continuer. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Cette femme, cette Hélène qu'elle n'avait jamais connue, l'avait aimée avec une intensité déchirante, l'avait portée, protégée, puis abandonnée dans un acte de sacrifice ultime. « Elle est morte sans me connaître », murmura Léa, la voix brisée. « Non », Montclair secoua la tête doucement. « Elle vous connaissait, pas physiquement, mais elle savait qui vous étiez. Hélène Brunoy lui envoyait des nouvelles régulièrement, des photos, des vidéos. Tout est ici. » Il sortit du coffre une boîte en bois contenant des dizaines d'enveloppes. Léa les ouvrit une à une, découvrant des photos d'elle à tous les âges. Bébé dans les bras d'Hélène Brunoy, fillette de 3 ans dans un parc, écolière de 8 ans avec son cartable, adolescente de 15 ans, maladroite et boudeuse. Chaque photo était annotée au dos de la main d'Hélène Duvernay. « Ma fille, 4 ans, premier jour d'école. Ma Léa, 10 ans, elle me ressemble tellement. » C'était trop d'émotions, trop de vérité. Léa éclata en sanglots, se recroquevilla sur elle-même. Gabriel Montclair ne dit rien. Il la laissa pleurer, respectant sa douleur. Lorsqu'elle se calma enfin, il lui tendit un mouchoir en tissu. « Qu'attendez-vous de moi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Que vous acceptiez votre héritage, pas seulement l'argent ou l'appartement, votre identité. Votre histoire et la famille Duvernay, ils vont se battre. » Montclair parlait avec gravité. « Mon avocat a déjà envoyé les documents de reconnaissance à Édouard Duvernay et à ses fils. Ils nient tout en bloc. Ils prétendent que vous êtes une impostrice, que j'ai falsifié les preuves pour m'enrichir. Vous enrichir, mais vous êtes milliardaire. Ils ne reculent devant aucun mensonge. Leur réputation est en jeu. Si votre existence devient publique, si l'histoire d'Hélène et d'Auguste est révélée, le nom Duvernay sera sali à jamais. Qu'ils aillent au diable. Je ne veux rien d'eux. Malheureusement, ce n'est plus si simple. » Montclair sortit un document officiel. Édouard Duvernay a engagé une procédure pour contester le testament d'Hélène. Il prétend qu'elle était sous influence psychologique au moment de sa rédaction. Ses avocats vont creuser votre vie, salir votre réputation, vous présenter comme une opportuniste. La colère monta en Léa. « Je n'ai rien demandé. C'est vous qui avez déclenché tout ça. » « Oui, » Montclair ne nia pas. « Parce que c'était juste. Parce que vous méritez mieux que de vous tuer au travail pour rembourser des dettes que vous n'auriez jamais dû avoir, parce qu'Hélène l'aurait voulu. Hélène Brunoy voulait me protéger de ce monde. Et Hélène Duvernay voulait que vous ayez le choix. » Montclair se pencha en avant, son regard bleu acier planté dans celui de Léa. « C'est ça la différence. Hélène Brunoy vous a protégé de la vérité. Mais maintenant que vous la connaissez, vous pouvez choisir. Accepter cet héritage et vous battre pour ce qui vous revient de droit, ou tout refuser et continuer comme avant. Mais au moins, ce sera votre décision. » Léa se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée, regarda la mer qui s'étendait à l'infini. Choisir. Quelle ironie! Elle n'avait jamais eu le luxe de choisir quoi que ce soit dans sa vie. Elle avait toujours subi la pauvreté, la maladie de sa mère, les dettes, le travail épuisant. Et maintenant, on lui offrait un choix. Mais ce choix impliquait de se battre contre une famille puissante, de risquer sa tranquillité, d'exposer Chloé à tout ça. « J'ai besoin de temps. Le temps, c'est ce qui me manque. » La voix de Montclair était douce, mais ferme. « Dans 6 mois, je serai mort, et les Duvernay auront tout le loisir d'enterrer cette affaire. Si vous voulez vous battre, c'est maintenant. J'ai les meilleurs avocats de la région à votre disposition. Maître Nadia Khalil, spécialisée en droit des successions. Elle est brillante, combative, et elle déteste les riches qui croient pouvoir tout acheter. Pourquoi faites-vous tout ça ?» Léa se retourna. « Vraiment? Pourquoi? Vous dites que c'est par loyauté envers Hélène Duvernay, mais je pense qu'il y a autre chose. » Pour la première fois, Gabriel Montclair détourna le regard. « Vous avez raison. Il y a autre chose. »« Quoi ?»
la culpabilité. Sa voix se brisa légèrement. J'aurais pu faire plus. J'aurais pu la protéger. J'aurais pu convaincre Hélène de se battre contre son père, de garder l'enfant ouvertement, de tout affronter ensemble. Mais j'étais jeune, lâche et amoureux d'une femme qui ne m'aimait pas en retour. Alors je l'ai laissée se sacrifier et elle est morte seule sur cette autoroute dans un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Pendant 20 ans, j'ai vécu avec ce poids. Maintenant, avant de mourir, je veux réparer. Pour elle, pour vous. Le silence retomba. Dehors, les mouettes criaillaient. Le vent faisait bruisser les pins. Léa sentait le poids écrasant de toutes ses émotions contradictoires. La colère, la tristesse, la confusion. Et quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, une curiosité, un besoin de savoir qui elle était vraiment. D'où elle venait, de comprendre cette Hélène Duvernay qu'il avait tant aimée sans la connaître. D'accord. Montclair releva brusquement la tête. D'accord? Je veux rencontrer cette avocate, Maître Khalil, et je veux voir toutes les preuves, absolument toutes. Si je dois me battre, je veux savoir exactement contre quoi. Un sourire las mais soulagé éclaira le visage de Gabriel Montclair. Je vais appeler Nadia immédiatement. Léa hocha la tête. En quittant la villa 1 heure plus tard, chargée de nouvelles preuves, de documents légaux et du journal intime d'Hélène Duvernay, elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Sa vie ne serait plus jamais la même. Les semaines qui suivirent la visite à Cassis transformèrent radicalement l'existence de Léa. Ce qui avait commencé comme une révélation intime, presque abstraite, devint rapidement une bataille juridique publique et impitoyable. Maître Nadia Khalil s'était présentée au Café des Horizons 3 jours après la rencontre avec Gabriel Montclair. C'était une femme d'une 40aine d'années, d'origine algérienne, au regard perçant et à la poignée de main ferme. Elle portait un tailleur sombre, impeccable, des escarpins vernis et dégageait cette autorité tranquille propre aux avocats qui ont gagné trop de combats difficiles pour douter d'eux-mêmes. Mademoiselle Brunoy, ou devrais-je dire Mademoiselle Duvernay. Léa avait tressailli au second nom. Brunoy, pour l'instant. Nadia avait souri, un sourire fin presque carnassier. Nous verrons. Pouvons-nous parler quelque part de plus discret? Elle s'était installée dans l'arrière-salle du café, normalement réservée au stockage. Rachid avait apporté 2 cafés serrés, puis s'était éclipsé discrètement. Nadia avait sorti un dossier épais de sa mallette en cuir. « J'ai étudié votre cas. Les preuves que M. Montclair a rassemblées sont solides. Test ADN irréfutable, documents d'époque authentifiés par des experts, témoignages concordants. Le testament d'Hélène Duvernay est légalement valide. Vous êtes sa fille biologique et son unique héritière désignée. Juridiquement parlant, vous avez tous les droits. Mais la famille Duvernay ne se laissera pas faire. » Nadia but une gorgée de café, savourant visiblement l'arôme. Édouard Duvernay et ses fils, Mathieu et Rémi, ont engagé le cabinet Faubert & Associés, l'un des plus redoutables de Lyon. Leur stratégie est double. Premièrement, contester la validité du testament en arguant qu'Hélène Duvernay était sous influence psychologique de Montclair au moment de sa rédaction. Deuxièmement, vous discréditer personnellement en vous présentant comme une opportuniste qui profite d'un vieil homme mourant. Léa sentit la colère monter. C'est ridicule. C'est lui qui est venu me chercher. Je sais, mais dans les tribunaux, la vérité n'est pas toujours suffisante. Il faut la prouver, la défendre, la faire accepter. Nadia se pencha en avant, son regard noir planté dans celui de Léa. Ils vont fouiller votre vie. Interrogez vos voisins, vos employeurs, vos connaissances. Cherchez la moindre faille, la moindre erreur, la moindre zone d'ombre. Êtes-vous prête à ça? Léa avait hésité. Penser à Chloé exposée à tout ça la terrorisait. Mais penser à renoncer, à laisser la mémoire d'Hélène Duvernay être piétinée par ces gens qui l'avaient détruite, la révoltait encore plus. Oui, je suis prête. Bien. Nadia avait refermé son dossier avec un claquement sec. Alors voici comment nous allons procéder.
Nous allons déposer une requête officielle auprès du tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître votre filiation et valider le testament. En parallèle, nous allons contre-attaquer sur le plan médiatique. Les Duvernay comptent sur le silence et la discrétion pour enterrer cette affaire. Nous allons faire l'inverse, rendre publique l'histoire d'Hélène Duvernay, révéler comment Auguste l'a maltraitée, comment il vous a fait disparaître. L'opinion publique sera notre allié. Je ne veux pas devenir un spectacle. Vous n'avez pas le choix. La voix de Nadia s'était durcie. Si vous voulez gagner contre des gens aussi puissants, il faut utiliser toutes les armes disponibles. Et l'une de ces armes, c'est votre histoire. Vous n'êtes pas une héritière cupide. Vous êtes une mère célibataire qui travaille 2 emplois pour survivre et qui découvre que sa vraie mère a été détruite par sa propre famille. Les gens vont vous soutenir. Léa avait acquiescé, la gorge serrée. Elle comprenait la logique, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. La machine judiciaire s'était mise en branle rapidement, trop rapidement. En l'espace de 2 semaines, l'affaire avait explosé dans les médias régionaux. La Provence, Le Progrès, Lyon-Capitale, tous avaient publié des articles sur l'héritière cachée des Duvernay. Certains prenaient la défense de Léa, dépeignant Auguste Duvernay comme un patriarche tyrannique. D'autres, plus prudents ou influencés par les relations de la famille, insinuaient que toute l'affaire n'était qu'une arnaque montée par Gabriel Moncler. Léa se retrouva harcelée. Des journalistes campaient devant son immeuble à Belsunce, tentant de l'intercepter pour obtenir des déclarations. Elle dut changer d'itinéraire pour amener Chloé chez Josette, emprunter des ruelles secondaires pour éviter les caméras. Rachid, au café, se retrouvait régulièrement assailli de questions. Il les renvoyait avec une fermeté marseillaise, mais l'atmosphère devenait de plus en plus pesante. Un soir, en rentrant de son service de ménage, Léa découvrit une enveloppe glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec quelques mots dactylographiés. « Abandonnez cette mascarade ou vous le regretterez. Votre fille mérite mieux que d'être exposée dans ce cirque médiatique. » Léa sentit ses mains trembler. Une menace, à peine voilée, visant Chloé. Elle appela immédiatement Nadia Khalil, qui débarqua 1 heure plus tard, accompagnée d'un détective privé. Ils photographièrent la lettre, relevèrent d'éventuelles empreintes, déposèrent plainte pour menace. Mais Léa savait que la police ne ferait probablement rien. Aucune signature, aucune preuve tangible, juste des mots. « Ils essaient de vous intimider », dit Nadia en sirotant le thé que Léa avait préparé. Elles étaient assises dans le minuscule salon, Chloé dormant dans la chambre voisine. C'est bon signe, paradoxalement. Cela signifie qu'ils ont peur. Je me fiche qu'ils aient peur. Je veux qu'ils laissent ma fille tranquille. Ils ne toucheront pas à Chloé. Ce serait trop risqué juridiquement, mais ils vont continuer à faire pression. Nadia posa sa tasse, son expression se faisant plus grave. « Léa, je dois vous poser une question difficile. Êtes-vous absolument certaine de vouloir continuer ? Parce qu'il n'est pas trop tard pour arrêter, retirer la requête, accepter une compensation financière discrète et reprendre votre vie. » Léa regarda autour d'elle. Les murs jaunis, le mobilier usé, les factures empilées sur la table basse, une vie de précarité, de lutte perpétuelle, d'épuisement. Mais une vie qu'elle contrôlait, une vie où Chloé était protégée de tout ça. Puis elle pensa à Hélène Duvernay, à cette femme qui avait sacrifié tout pour elle, qui avait écrit dans son journal cette phrase déchirante « Je ne suis que celle qui l'a mise au monde ». Non, Hélène Duvernay était bien plus que ça, et Léa lui devait de se battre. Je continue. Nadia hocha la tête, satisfaite. Alors, préparez-vous, parce que ça va empirer avant de s'améliorer. Nadia avait raison. Les choses empirèrent. Début août, les avocats des Duvernay dévoilèrent leur stratégie dans une conférence de presse tenue à Lyon. Maître Philippe Faubert, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère et à la voix de stentor, présenta Léa comme une jeune femme malheureusement manipulée par un vieil homme fortuné obsédé par le passé. « Gabriel Moncler, déclara-t-il face aux caméras,
souffre d'un cancer en phase terminale. Les traitements lourds qu'il subit affectent ses capacités cognitives. Dans cet état vulnérable, il a été convaincu par des personnes mal intentionnées qu'il devait réparer une faute imaginaire en créant de toutes pièces une héritière pour une femme décédée il y a 20 ans. Mademoiselle Brunoy n'est pas responsable de cette manipulation, mais elle en est le vecteur. La famille Duvernay souhaite simplement protéger la mémoire d'Hélène Duvernay, qui ne peut plus se défendre contre ces allégations mensongères. Léa regarda la conférence de presse à la télévision, dans l'arrière-salle du café. Elle serrait ses poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Rachid, à côté d'elle, marmonnait des insultes en arabe. « Fils de pute, bande de fils de pute ». Nadia, jointe par téléphone, restait étonnamment calme. Classique. Il retourne la situation. Vous êtes la victime, et ils font de Montclair le manipulateur. Mais ils viennent de commettre une erreur. Laquelle? Ils ont mis en doute les capacités mentales de Montclair. Nous allons contre-attaquer avec des certificats médicaux récents prouvant qu'il est parfaitement sain d'esprit. Et nous allons révéler publiquement les preuves ADN. Impossible de nier la science. La contre-offensive fut lancée le lendemain. Nadia organisa une conférence de presse à Marseille, au palais de justice. Léa dut s'y rendre, accompagnée de Gabriel Moncler, qui paraissait de plus en plus affaibli, mais gardait une détermination farouche. Face aux journalistes, Nadia présenta méthodiquement les preuves. Test ADN certifié par 3 laboratoires indépendants. Documents d'époque authentifiés, lettres d'Hélène Duvernay à Gabriel Moncler, dont certains extraits furent lus publiquement. Le journal intime, présenté à distance, pour préserver son contenu privé, mais dont l'existence fut confirmée par un expert en écritures anciennes. Puis ce fut au tour de Léa de parler. Elle s'était préparée toute la nuit, rédigeant et rejetant des dizaines de versions de son discours. Finalement, elle avait opté pour la simplicité et l'honnêteté. « Je m'appelle Léa Brunoy ». Sa voix tremblait légèrement face au micro et aux caméras. J'ai été élevée par une femme formidable qui s'appelait Hélène Brunoy. Elle m'a tout donné, son amour, son temps, sa vie. Je ne suis pas ici pour la renier. Je suis ici parce que j'ai découvert qu'une autre femme, Hélène Duvernay, m'a aussi aimée d'une manière différente mais tout aussi puissante. Elle m'a mise au monde, elle m'a protégée en renonçant à moi, et elle est morte sans avoir pu me connaître. Léa prit une profonde inspiration, sentant les larmes monter. Je ne veux pas l'argent des Duvernay, je ne veux pas leur empire, je veux seulement que la vérité soit reconnue, que le nom d'Hélène Duvernay ne soit plus sali, qu'on sache qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'a pas menti, qu'elle a sacrifié son bonheur pour sauver sa fille. Moi. Et si pour ça je dois me battre devant les tribunaux, alors je me battrai. Le silence qui suivit fut presque palpable. Puis les questions fusèrent, mais Nadia leva la main. Pas de questions aujourd'hui. Mademoiselle Brunoy a dit ce qu'elle avait à dire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Nous verrons la famille Duvernay au tribunal. La sortie du palais de justice fut chaotique. Des photographes, des caméras, des gens qui criaient des encouragements ou des insultes. Léa se sentait étouffée. Gabriel Moncler lui prit le bras pour la guider vers la voiture qui les attendait. « Vous avez été parfaite », murmura-t-il. Léa ne répondit pas. Elle était trop épuisée, trop vidée émotionnellement. Les jours suivants, l'affaire prit une tournure encore plus intense. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags apparurent, « Justice pour Lee »,« Dieu vérité Duvernay »,« Héritière cachée ». L'opinion publique se divisa. Certains soutenaient Léa, touchée par son histoire, et révoltée par le comportement présumé d'Auguste Duvernay. D'autres restaient sceptiques, y voyant une manipulation orchestrée. Mais le vent tournait progressivement en faveur de Léa. Des anciens employés de la famille Duvernay commencèrent à parler anonymement aux journalistes, révélant l'autoritarisme d'Auguste, sa cruauté envers Hélène, les rumeurs de grossesse cachée qui circulaient à l'époque.
Un ancien jardinier se souvenait d'avoir vu Hélène enceinte en 1995. Puis soudainement plus du tout. Une femme de chambre témoigna des pleurs qu'elle entendait la nuit dans la chambre d'Hélène après son retour de Marseille. Édouard Duvernay et ses fils tentèrent de riposter en organisant des interviews télévisées, mais leur arrogance naturelle jouait contre eux. Mathieu Duvernay, l'aîné des fils, commit l'erreur de déclarer sur un plateau que cette histoire de bâtard illégitime était réglée depuis longtemps. Le mot « bâtard » déclencha un tollé. Même des médias auparavant neutres se retournèrent contre les Duvernay. Léa suivait tout ça de loin, presque détachée. Elle continuait à travailler au café, à s'occuper de Chloé, à effectuer ses services de ménage. Mais sa vie normale semblait irréelle, comme un masque qu'elle portait par-dessus une existence parallèle faite de tribunaux, d'avocats et de révélations médiatiques. Un soir, alors qu'elle bordait Chloé, la fillette lui posa la question qu'elle redoutait. « Maman, pourquoi les gens à la télé parlent de toi ?» Léa s'assit au bord du lit, caressant doucement les cheveux blonds de sa fille. « Parce qu'il s'est passé quelque chose de compliqué, ma chérie, quelque chose qui concerne ma vraie maman. Mais mamie Hélène, c'était ta vraie maman. » Oui, mais il y avait une autre dame avant mamie Hélène, une dame qui m'a eu dans son ventre. Chloé fronça les sourcils, essayant de comprendre. Comme toi tu m'as eu dans ton ventre. Exactement. Et elle est où maintenant? Au ciel, comme mamie Hélène. Chloé réfléchit un instant, puis demanda avec cette logique implacable des enfants. Est-ce qu'elle était gentille? Léa sentit les larmes monter. Oui, ma chérie. Elle était très gentille et elle m'aimait beaucoup, même si on ne s'est jamais rencontrés. C'est triste. Oui, c'est très triste. Chloé se blottit contre sa mère. Mais toi, tu es là, et moi aussi. Alors c'est pas tout triste. Léa serra sa fille contre elle, submergée par une vague d'amour et de gratitude. Peu importait le chaos extérieur, cette petite fille était son ancrage, sa raison de continuer. Le procès débuta fin septembre, au tribunal de grande instance de Lyon. L'audience se tenait dans une salle imposante aux lambris de chêne, baignée d'une lumière froide filtrant à travers de hautes fenêtres. Léa était assise à la table de la défense aux côtés de Nadia Khalil et de Gabriel Moncler, qui avaient insisté pour être présents malgré sa santé déclinante. En face, la table des Duvernay. Édouard, septuagénaire au visage taillé dans le granit, flanqué de ses deux fils, Mathieu et Rémi, tous trois en costumes sombres impeccables. Derrière eux, l'armada d'avocats du cabinet Faubert. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, au regard impartial, ouvrit les débats. Nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur la requête de mademoiselle Léa Brunoy visant à faire reconnaître sa filiation avec feu Hélène Duvernay et à valider le testament établi par cette dernière en 2005. Maître Khalil, vous avez la parole. Nadia se leva avec grâce, ajusta sa robe d'avocate et commença son plaidoyer. Elle présenta méthodiquement les preuves. Les tests ADN, indiscutables. Les documents d'époque, authentifiés par des experts indépendants. Les témoignages d'Hélène Brunoy, décédée mais ayant laissé des lettres confirmant son rôle de mère adoptive. Le journal intime d'Hélène Duvernay, dont des extraits furent lus à voix haute. La salle était silencieuse. On pouvait entendre le grattement des stylos des journalistes présents au fond de la salle, le souffle court de Gabriel Moncler, les battements de cœur de Léa. Puis ce fut au tour de Maître Faubert de contre-attaquer. Il adopta une stratégie différente, plus insidieuse. Puisqu'il ne pouvait nier les preuves scientifiques, il tenta de discréditer le testament. « Votre honneur !» déclara-t-il d'une voix de stentor. « Personne ici ne conteste que mademoiselle Brunoy soit biologiquement liée à Hélène Duvernay. Les tests ADN sont clairs, mais cela ne légitime en rien le prétendu testament. » Il se tourna vers Gabriel Moncler, pointant un doigt accusateur. Monsieur Moncler entretenait une obsession malsaine envers Hélène Duvernay. Il l'aimait, elle ne l'aimait pas. Cette frustration l'a rongé pendant des décennies. Quand Hélène est morte tragiquement en 2005, il a vu une opportunité,
créer une héritière imaginaire, réparer une faute qu'il s'était inventée et ainsi se venger symboliquement de la famille qui avait rejeté son amour. C'est faux. Gabriel Moncler s'était levé péniblement, la voix rauque. Hélène m'a confié. Monsieur Moncler, l'interrompit le juge, vous aurez l'occasion de témoigner plus tard. Maître Faubert, poursuivez. Faubert hocha la tête. Ce testament, prétendument rédigé par Hélène Duvernay, n'a été révélé qu'après près de 20 ans. Pourquoi ce délai? Parce qu'il a fallu du temps à monsieur Moncler pour retrouver l'enfant abandonné, vérifier sa filiation et monter toute cette machination. Nadia bondit. Objection, votre honneur. Maître Faubert présente des spéculations sans fondement. Objection retenue. Maître Faubert, veuillez vous en tenir aux faits. Faubert s'inclina légèrement. Très bien. Voici un fait. Ce testament n'a jamais été enregistré chez un notaire officiel. Il a été rédigé sur du papier à en-tête, certes, mais sans témoins indépendants. Seul monsieur Moncler en atteste l'existence. C'est hautement suspect. Nadia se leva de nouveau. Votre honneur, le testament a été authentifié par un expert en écriture qui a confirmé qu'il s'agit bien de l'écriture manuscrite d'Hélène Duvernay. Nous avons des échantillons de comparaison provenant de lettres et de documents officiels. L'écriture peut être imitée, rétorqua Faubert, surtout par quelqu'un qui possédait de nombreux écrits de la défunte. Le juge leva la main. Messieurs, dames, nous examinerons ces points en détail. Passons maintenant au témoignage. Les heures suivantes furent épuisantes. Des témoins furent appelés. D'abord, des experts scientifiques qui confirmèrent la validité des tests ADN. Puis des graphologues qui attestèrent de l'authenticité du testament. Ensuite, d'anciens employés de la famille Duvernay qui témoignèrent de la grossesse d'Hélène et de la cruauté d'Auguste. Édouard Duvernay fut appelé à la barre. Il maintint farouchement que sa nièce Hélène n'avait jamais eu d'enfant, que toute cette histoire était une invention. Mais sous les questions incisives de Nadia, il commit plusieurs erreurs. Il prétendit d'abord ne pas avoir vu Hélène pendant l'année 1996, puis se contredit en mentionnant un repas de famille à Noël. Il affirma ne rien savoir d'une grossesse, puis laissa échapper que ces rumeurs avaient été démenties à l'époque. Démenties par qui? Demanda Nadia avec un sourire félin. Édouard se troubla. Par la famille. Donc il y avait bien des rumeurs. Donc vous saviez. Non, Pas de questions supplémentaires, votre honneur. Puis vint le tour de Gabriel Moncler. Affaibli, il s'avança jusqu'à la barre en s'appuyant sur une canne. Sa voix était faible mais claire. J'ai aimé Hélène Duvernay toute ma vie. Il parlait directement au juge, ignorant les avocats. Pas d'un amour possessif ou malsain comme ils veulent le faire croire, d'un amour respectueux, admiratif. Elle était lumineuse, intelligente, courageuse. Quand elle s'est retrouvée enceinte et terrorisée par son père, elle s'est tournée vers moi parce qu'elle me faisait confiance. Je l'ai aidée à accoucher en secret, à placer l'enfant en sécurité. Et pendant 28 ans, j'ai veillé de loin sur Léa, sans jamais interférer. J'ai tenu ma promesse. Sa voix se brisa. Hélène est morte sans avoir pu revoir sa fille. C'est une tragédie. Mais elle avait pris ses dispositions. Ce testament est authentique. Il représente sa volonté. Et je ne laisserai personne, surtout pas cette famille qui l'a détruite, bafouer sa mémoire. Un silence pesant suivit. Même maître Faubert sembla momentanément désarçonné. Enfin, Léa fut appelée à témoigner. Elle s'avança, les jambes tremblantes et prête à serment. Nadia lui posa des questions simples, méthodiques, permettant à Léa de raconter son histoire. Son enfance avec Hélène Brunoy, la découverte de sa véritable identité, ses motivations. « Mademoiselle Brunoy » demanda Nadia, « pourquoi voulez-vous que ce testament soit validé? Est-ce pour l'argent ?» Léa regarda droit devant elle, vers les bancs du public où se trouvaient quelques journalistes et citoyens curieux. « Non, l'argent m'aiderait, je ne vais pas mentir. Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que Hélène Duvernay a été effacée. Sa propre famille a voulu faire comme si elle n'avait jamais existé, comme si moi,
je n'avais jamais existé. Et c'est injuste. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle, qu'on reconnaisse son sacrifice, qu'on respecte sa volonté. Pas de questions supplémentaires. Maître Faubert se leva pour le contre-interrogatoire. « Mademoiselle Brunoy, vous dites que vous ne voulez pas l'argent. Pourtant, vous réclamez un héritage estimé à plus de 300 000 €. N'est-ce pas contradictoire? Si le tribunal reconnaît que cet argent me revient légalement, je l'accepterai. Mais si le tribunal décide que je n'ai droit à rien, je continuerai à vivre comme avant. Ce n'est pas l'argent qui définit qui je suis. Mais il rendrait votre vie plus facile, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez un intérêt financier à ce que ce testament soit validé. Nadia bondit. Objection. Maître Faubert essaie de faire passer l'intérêt légitime d'une héritière pour de la cupidité. Objection retenue. Maître Faubert reformulé. Faubert changea de tactique. Mademoiselle Brunoy, n'est-il pas vrai que vous avez des dettes importantes? Oui, des dettes médicales laissées par ma mère, Hélène Brunoy. 35 000 €, c'est exact? Oui, et vous remboursez difficilement? Je rembourse, mais cela vous épuise. 2 emplois, une fille à élever seule. N'importe qui dans votre situation serait tenté par une opportunité financière. Léa sentit la colère monter. Vous insinuez quoi, exactement? Que j'ai inventé ma filiation? Les tests ADN ne mentent pas. Non, mais ils ne prouvent pas que ce testament est authentique. Je n'ai rien à voir avec ce testament. C'est Gabriel Moncler qui l'a conservé pendant 20 ans. Si vous doutez de son authenticité, accusez-le, pas moi. Peut-être êtes-vous complice. Objection! Nadia était debout, furieuse. Maître Faubert franchit la ligne. Il accuse ma cliente sans aucune preuve. Le juge frappa son marteau. Maître Faubert, vous êtes hors limite. Cessez immédiatement. Faubert s'inclina, un sourire satisfait aux lèvres. Il avait planté le doute. C'était tout ce qu'il voulait. Le procès dura 3 jours au total. Témoignages, contre-interrogatoire, expertise. À la fin, le juge annonça qu'elle rendrait sa décision sous 2 semaines. Les 2 semaines qui suivirent furent un enfer pour Léa. L'attente, l'incertitude, les regards des gens dans la rue qui l'avaient reconnue grâce aux reportages télévisés. Certains la saluaient avec sympathie, d'autres détournaient les yeux, gênés ou désapprobateurs. Gabriel Moncler, lui, se mourait. Il avait été hospitalisé immédiatement après le procès, son corps ne supportant plus les traitements. Léa lui rendit visite à l'hôpital de la Timone à Marseille. Il était allongé dans un lit médicalisé, relié à des perfusions, le teint cireux, mais ses yeux bleu acier conservaient une lueur de détermination. « Comment vous sentez-vous » demanda Léa en s'asseyant à son chevet, comme un homme qui a fait ce qu'il devait faire. Un sourire faible étira ses lèvres. « Quel que soit le verdict, Léa, je suis en paix. J'ai tenu ma promesse envers Hélène. Vous ne devez pas parler comme ça. Vous allez vous en sortir. » Moncler secoua doucement la tête. « Non, mon heure approche, mais je veux que vous sachiez quelque chose. Même si le tribunal invalide le testament, même si les Duvernay gagnent, vous avez déjà gagné quelque chose de plus précieux. » « Quoi? La vérité. Vous savez maintenant qui vous êtes, d'où vous venez, et personne ne pourra jamais vous enlever ça. » Léa sentit les larmes monter. Elle prit la main décharnée de Moncler dans la sienne. « Merci. Pour tout. » « Non, Léa, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez permis de tenir ma promesse, de réparer, même partiellement, de mourir en paix. » Ils restèrent ainsi en silence, main dans la main, 2 étrangers devenus liés par une histoire qui les dépassait. Le verdict tomba un jeudi matin pluvieux de mi-octobre. Léa se rendit au tribunal accompagnée de Nadia. Rachid avait fermé exceptionnellement le café pour venir la soutenir. Même Josette, la vieille voisine, avait fait le déplacement en bus depuis Marseille. La salle d'audience était bondée. Journalistes, curieux, partisans des 2 camps. Les Duvernay étaient présents, impassibles, arrogants. Le juge entra, s'assit, ajusta ses lunettes. « Veuillez vous asseoir. » Le silence était assourdissant.
Léa sentait son cœur battre si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Le juge ouvrit un dossier, parcourut quelques pages, puis leva les yeux. Après examen approfondi des preuves présentées, des témoignages recueillis et des expertises effectuées, la Cour statue comme suit. Léa ferma les yeux. Nadia lui serra discrètement le poignet. Premièrement, concernant la filiation. Les tests ADN sont irréfutables. Mademoiselle Léa Brunois est bien la fille biologique d'Hélène Duvernay, décédée en 2005. Cette filiation est reconnue officiellement. Un murmure parcourut la salle. Édouard Duvernay serra les mâchoires. Deuxièmement, concernant le testament. Après analyse graphologique approfondie, comparaison avec d'autres documents authentifiés et audition des témoins, la Cour estime que le dit testament est authentique et représente la volonté réelle d'Hélène Duvernay au moment de sa rédaction. En conséquence, le testament est validé. Léa ouvrit les yeux, incrédule. Avait-elle bien entendu? Le juge poursuivit. Mademoiselle Brunois est donc reconnue comme unique héritière des biens personnels d'Hélène Duvernay, tels que définis dans le testament. Cela inclut l'appartement 6 aux 12 rue de la République à Lyon, le compte d'épargne y afférent, les objets personnels et les droits d'auteur des œuvres publiées. La salle explosa. Des applaudissements, des cris, du chaos. Nadia serrait Léa dans ses bras. Rachid criait de joie. Josette pleurait. De l'autre côté, les Duvernay quittèrent la salle sans un mot, le visage fermé, suivis de leurs avocats. Léa, elle, restait assise, hébétée. Elle avait gagné. Contre toute attente, contre des gens puissants. Elle avait gagné. Mais ce n'était pas une victoire triomphale. C'était une victoire amère, teintée de tristesse, parce que Hélène Duvernay n'était plus là pour la voir, parce que Hélène Brunois non plus, parce que Gabriel Moncler était en train de mourir à l'hôpital. En sortant du tribunal, harcelée par les journalistes, Léa ne fit qu'une brève déclaration. « Je remercie la justice d'avoir reconnu la vérité. Hélène Duvernay était une femme courageuse qui a sacrifié son bonheur pour protéger sa fille. J'espère que sa mémoire sera honorée. Quant à l'héritage, je l'utiliserai pour offrir une vie meilleure à ma fille et pour aider d'autres femmes dans des situations difficiles. C'est ce qu'Hélène aurait voulu. » Puis elle quitta Lyon, retourna à Marseille, reprit sa vie. Gabriel Moncler mourut 3 jours après le verdict, paisiblement, dans son sommeil, entouré de quelques proches dont Léa. Elle lui tenait la main quand son cœur cessa de battre. Ses derniers mots avaient été « Merci, Hélène ». Léa ne sut jamais s'il parlait d'Hélène Duvernay ou d'Hélène Brunois, peut-être des deux. Les funérailles furent sobres, organisées selon ses volontés. Il fut enterré à Cassis, dans le petit cimetière qui surplombait la mer. Léa déposa une rose blanche sur sa tombe, murmurant un au revoir à cet homme étrange qui avait bouleversé son existence. Dans les semaines qui suivirent, Léa finalisa les démarches administratives pour récupérer l'héritage. L'appartement lyonnais qu'elle visita pour la première fois était un magnifique 2 pièces au cœur du vieux Lyon, rempli des livres et objets personnels d'Hélène Duvernay. Léa y découvrit les 3 recueils de poésie publiés sous le pseudonyme H. Duval. Elle les lut, pleurant à chaque page, reconnaissant dans chaque vers la douleur d'une mère séparée de son enfant. Elle décida de ne pas vendre l'appartement. Elle le garderait comme un sanctuaire, un lieu où Chloé pourrait un jour découvrir ses racines. Le compte d'épargne, avec les intérêts accumulés, totalisait désormais 220 000 €. Une fortune pour Léa. Elle remboursa immédiatement toutes les dettes médicales, puis elle mit de côté un montant conséquent pour l'éducation de Chloé. Le reste, elle le plaça dans un fonds destiné à créer une association d'aide aux mères célibataires en difficulté, en mémoire d'Hélène Brunois. Elle quitta son emploi de ménage, mais garda celui au Café des Horizons. Pas par nécessité financière, mais parce qu'elle aimait ce travail, cette routine, ce contact avec les gens. Rachid, soulagé, lui augmenta son salaire et lui offrit des horaires plus flexibles. Les Duvernay, humiliés par leur défaite judiciaire et éclaboussés par les révélations médiatiques sur Auguste, perdirent beaucoup de leur influence.
Plusieurs partenaires commerciaux rompirent leur contrat. Mathieu et Rémi Duvernay tentèrent de redorer le blason familial en créant une fondation caritative, mais le mal était fait. Léa, elle, refusa toute interview, tout livre, tout documentaire. Elle voulait simplement vivre, élever sa fille, honorer la mémoire de ses deux mères. 1 an après le procès, par un après-midi ensoleillé de septembre, Léa se rendit au cimetière Saint-Pierre de Marseille, où reposait Hélène Brunoy. Elle y amena Chloé, maintenant âgée de 7 ans. « Mamie Hélène », murmura Chloé en déposant un bouquet de fleurs sur la tombe. Léa s'agenouilla, passa sa main sur la pierre tombale. « Maman, je sais maintenant d'où je viens, mais ça ne change rien. Tu seras toujours ma vraie maman, celle qui m'a élevée, aimée, protégée. Je ne t'oublierai jamais. » Puis elle sortit de son sac une photo qu'elle avait fait encadrer. La photo d'Hélène Duvernay, tenant Léa bébé dans ses bras. Elle la posa contre la tombe. « Et toi aussi, dit-elle doucement, je ne t'oublierai jamais. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir aimé de loin. Repose en paix. » Chloé prit la main de sa mère. « Maman, pourquoi tu pleures ? » « Parce que je suis triste et heureuse en même temps, ma chérie. C'est possible d'être les deux. » Léa sourit à travers ses larmes. « Oui, c'est même souvent comme ça dans la vie. » Elles quittèrent le cimetière, main dans la main. En marchant vers l'arrêt de bus, Léa regarda autour d'elle. Marseille, sa ville, le vieux port au loin, la mer qui scintillait, les mouettes qui criaillaient. Sa vie n'était pas parfaite. Elle ne le serait jamais. Mais elle était à elle, vraiment à elle. Elle savait qui elle était maintenant. Léa Brunoy, fille d'Hélène Brunoy et d'Hélène Duvernay, mère de Chloé, femme libre et debout. Et c'était suffisant. 3 mois plus tard, Léa poussa la porte du Café des Horizons, comme chaque matin depuis 4 ans. Mais ce matin-là était différent. Rachid l'attendait derrière le comptoir, un sourire inhabituel sur son visage buriné. « Tiens, tu as reçu ça. » Il lui tendit une grande enveloppe Kraft. Expéditeur, édition Gallimard, Paris. Léa fronça les sourcils, intriguée. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une lettre. « Chère Madame Brunoy, nous avons eu connaissance de l'existence des recueils de poésie publiés par Hélène Duvernay sous le pseudonyme H. Duval. Après relecture attentive, nous estimons que son œuvre mérite une nouvelle édition, accompagnée d'une préface retraçant son histoire. Seriez-vous intéressé pour collaborer à ce projet et nous autoriser à republier les textes de votre mère? Dans l'attente de votre réponse. » Léa relut la lettre 3 fois, incrédule. Les poèmes d'Hélène Duvernay allaient revivre. Son œuvre allait être lue, appréciée, reconnue. Elle ne serait plus seulement la fille maltraitée d'Auguste Duvernay. Elle serait Hélène Duvernay, poétesse. Léa sourit, une vraie joie l'envahissant. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vais collaborer. » Rachid la regardait, perplexe. « Bonne nouvelle ?»« Très bonne nouvelle. » Elle glissa la lettre dans son tablier, enfila ce dernier et se mit au travail. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle travaillait avec le cœur léger. Le soir venu, après avoir couché Chloé, Léa s'installa à sa petite table de cuisine et ouvrit le journal intime d'Hélène Duvernay. Elle tourna les pages jusqu'à la dernière entrée, datée du 3 février 2005, quelques semaines avant l'accident fatal. « Si un jour Léa lit ces mots, je veux qu'elle sache ceci, je n'ai aucun regret. Oui, je n'ai jamais pu la serrer dans mes bras, oui, je suis morte sans la connaître vraiment. Mais elle est vivante. Elle respire, elle grandit, elle existe. Et cela valait tous les sacrifices du monde. Sois heureuse, ma fille. Sois libre. Sois toi-même. C'est tout ce qu'une mère peut espérer. » Léa referma doucement le journal, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis elle prit un stylo et une feuille de papier et commença à écrire. « Chère Hélène, je ne sais pas si les morts peuvent entendre les vivants, mais au cas où, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir donné la vie. Merci de m'avoir aimé assez pour me laisser partir. Merci d'avoir cru que je méritais mieux que le monde des Duvernay. Tu avais raison.
Je mérite mieux. Et grâce à toi, grâce à Hélène Brunois, grâce à tous ceux qui m'ont aimé et soutenu, j'ai trouvé ma place. Je ne suis plus une enfant abandonnée. Je ne suis plus une serveuse épuisée qui rembourse des dettes. Je suis Léa, simplement Léa. Et c'est suffisant. Repose en paix. Je veillerai sur ton œuvre. Je veillerai sur ta mémoire. Et je transmettrai ton histoire à Chloé, pour qu'elle sache d'où elle vient et qu'elle soit fière de ses racines. Ta fille, Léa. Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et la rangea dans la boîte à chaussures où elle conservait les photos et souvenirs de ses deux mères. Puis elle éteignit la lumière et s'endormit paisiblement. Pour la première fois depuis des années, elle ne fit aucun cauchemar. Elle rêva de deux femmes aux cheveux noirs qui lui souriaient, côte à côte, dans un jardin baigné de lumière dorée. Et au réveil, elle sut que tout irait bien.